Good morning, everyone. I'm Sara Pini, Deputy Head of the President Office at the European People's Party, and on behalf of the EPP, I would like to welcome you all at this new episode of the EPP Family Talks. Again, thanks to all our Facebook viewers for being with us again. Over the past weeks, we have been bringing our political family together, and we have been discussing with our leaders about their ideas, the project that they are working on, especially in this time of the coronavirus crisis. And today, we're very glad to welcome here from Proust, Vice President, one of the Vice Presidents of the EPP, and the former head of the French delegation of the EPP group in the European Parliament. And we will be conducting this interview entirely in French. So, Monsieur le Vice-président, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, de parler avec nous. Je voudrais commencer cette interview par la question rituelle qu'on pose à tous nos leaders dans ces EPP Family Talks, c'est-à-dire comment se passe, ou plutôt pour vous, comment s'est passé, vu qu'en France on vient de commencer le déconfinement, comment se passe cette période, comment s'est passé et quelle a été pour vous une journée type en cette période de crise du coronavirus? À toutes et à tous, merci pour votre invitation. Écoutez, c'est une période sans précédent. Effectivement, de là où je vous parle aujourd'hui, on a été habitué aux différentes crises, notamment des crises liées aux inondations, liées aux incendies, c'est-à-dire aux aléas climatiques. Mais c'est la première fois que nous avions une pandémie à gérer. Et donc, le système de réflexe, de réponse par rapport aux questions et aux problèmes ont été très différentes. Mes journées étaient partagées. Le matin, je venais en première partie de matinée ici, à l'hôtel de ville, en mairie, pour ce qu'on appelle gérer avec le maire une cellule de crise, essayer de voir comment répondre au mieux aux besoins des administrés, parce que le service et la continuité du service public devaient avoir lieu. Ensuite, j'ai ma propre entreprise, puisque je suis agent général d'assurance, donc je repartais à mon entreprise pour gérer mes salariés, gérer mes clients, mes fournisseurs, parce que la vie économique devait continuer. Et l'après-midi, eh bien, je travaillais en télétravail depuis mon domicile pour essayer de répondre avec efficacité à l'ensemble des problèmes qu'on pouvait nous poser. Merci. Donc, en fait, on va un peu continuer sur Nîmes parce que vous avez des expériences à plusieurs niveaux, donc au niveau local, au niveau national, au niveau européen. Et je voudrais commencer justement par le niveau local. Vous savez que pour le PPE, le niveau local est très important. Nous avons eu aussi la semaine dernière le président du groupe PPE au comité des régions pour parler du rôle des collectivités locales. Vous savez très bien notre président précédent, Joseph Daul, républicain comme vous, et ancien maire, il tenait beaucoup à ces questions. Donc, je voudrais savoir si vous pouvez développer un peu plus sur ce que vous faites en tant que premier adjoint au maire et ce que fait la mairie pour répondre à cette crise, mais aussi pour expliquer aux Nîmois vos efforts et les efforts de l'Union européenne en ce sens. Alors, effectivement, le maillon territorial que représentent les maires est un maillon essentiel par rapport à la gestion de cette crise, tout simplement parce que nous sommes au plus près des concitoyens. Et que donc, même le président de la République l'a reconnu, le couple maire et préfet est essentiel sur ce type de gestion de crise. S'occuper des plus démunis, s'occuper, mais assurer de la collecte de la vie de tous les jours, eh bien, ce sont les villes et les collectivités territoriales qui sont les plus à même de répondre avec efficacité à ce type de crise. Il y a la gestion de la crise et puis la préparation du jour d'après, c'est-à-dire de ce qui se passe à partir d'aujourd'hui. Comment redémarrer l'économie en essayant d'accélérer, par exemple, la commande publique, faire des commandes de travaux, de voiries. C'est la reprise économique, notamment, ne pourra se faire qu'au travers de la relance de la commande publique des collectivités locales, la reprise dans nos écoles. Aujourd'hui, c'est la rentrée des professeurs. Jeudi, il y aura la reprise des élèves.
ce sont les maires qui sont, j'allais dire, les premiers acteurs de cette reprise, de par le facteur de proximité. Donc c'est un rôle primordial, un maillon nécessaire et sans lequel la France, mais je pense que c'est vrai dans tous les pays, ne pourrait pas redémarrer. Alors après, il y a beaucoup de pédagogie parce que l'Europe, dans ce type de crise, paraît tellement loin de nos concitoyens. L'Europe paraît comme quelque chose d'abstrait, comme une nébuleuse. Donc, cela demande de l'information, de la pédagogie au quotidien vis-à-vis de nos concitoyens pour démontrer combien l'Europe est un maillon, j'allais dire, nécessaire, est un maillon essentiel dans la gestion de crise, mais surtout dans la reprise, avec notamment la mise en place de ces fonds qui vont permettre à notre économie de redémarrer. Mais c'est un travail peut-être le plus difficile parce que, encore une fois, on ne parle pas assez d'Europe. On ne parle pas combien cette solidarité qu'on a pu entrevoir entre les États membres est importante et combien demain, sans l'Europe, eh bien, la reprise serait toujours beaucoup plus difficile. Vous savez, je dis toujours, je ne suis pas sûr qu'on réussisse avec l'Europe. On le voit très bien. Il y a des doutes. Les certitudes qu'on avait se sont transformées en doutes. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que sans Europe, on ne peut pas réussir. Donc, nous qui sommes au cœur de, j'allais dire, la décision européenne, je l'étais en tant que parlementaire européen, aujourd'hui au sein du PPE, et je tiens à saluer le travail énorme qu'a fait Donald Tusk, président du PPE, avec ses vice-présidents, pour maintenir un contact, pour dialoguer, pour échanger sur nos différentes expériences et donc essayer d'apporter une réponse commune aux problèmes de nos concitoyens européens. Eh bien, je crois que ce travail-là, on doit encore faire plus de travail de pédagogie, de communication pour montrer combien l'Europe est nécessaire à la réalisation de notre espace commun, de notre univers commun. Merci beaucoup. Et donc, entre le niveau local et le niveau européen, il y a le niveau national. Et nous savons bien que la France a été un des pays les plus touchés par la crise. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que des erreurs ont été commises à votre avis? Est-ce que cette crise montre, révèle des problèmes un peu plus profonds que ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'il appartiendra à nous qui sommes des responsables politiques de juger le pourquoi de cette situation. Je pense qu'effectivement, il y a eu des erreurs au départ, de prise de conscience de la problématique. Et surtout, ce qui a manqué, je pense, à la France, c'est surtout un manque de cohérence en termes d'information et de communication. On nous a dit dans un premier temps que, par exemple, les masques n'étaient pas importants, tout simplement parce qu'on n'avait pas de masques, pour dire ensuite que les masques étaient primordiaux. On nous a dit non, mais ne vous inquiétez pas, le coronavirus n'est qu'une petite grippe, pour nous dire ensuite que c'était un véritable problème. Je pense que dans la gestion de crise, la France a opté pour le confinement, mais sans les tests généralisés. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, par exemple, on voit très bien combien la méthode qui a consisté à prendre une gestion mixte, c'est-à-dire à la fois le confinement, mais la méthode des tests généralisés a été quand même efficace. Et puis, cette crise a démontré aussi la dépendance énorme vis-à-vis de pays comme la Chine, ne serait-ce que pour s'approvisionner en masques, en médicaments. Et donc, je crois que cette crise a démontré, ou en tout cas a révélé une prise de conscience qu'on ne peut pas dépendre comme ça de pays éloignés géographiquement, parce que, bien évidemment, ensuite, on a des difficultés d'approvisionnement, on le voit, puisque quand tout le monde commande en même temps, les délais d'approvisionnement sont longs et ça a posé problème. Aujourd'hui, le 11 mai, à l'heure où je vous parle, les Français ne disposent pas toutes et tous de masques, alors qu'on sait très bien que le masque est quasiment obligatoire
si on veut réussir le déconfinement. Donc, je pense qu'il y a un problème, on a sous-estimé la problématique du coronavirus. Deux, on n'a pas eu la cohérence nécessaire entre la prise de conscience et les décisions. Trois, je pense qu'on a fait une erreur sur la gestion en ne généralisant pas les tests sur le territoire national. Et quatre, on s'est rendu compte eh bien, de la dépendance, comme je vous disais, médicamenteuse ou vis-à-vis des masques, vis-à-vis de pays comme la Chine, alors que eh bien, il faudrait rapatrier l'outil de production sur le territoire européen pour être moins dépendant de ces puissances étrangères. Merci beaucoup. Avant de revenir sur cette question de la dépendance en matière d'équipement médical qui est très importante, juste je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la solidarité et du dialogue qu'il y a au niveau européen. Donc pour vous, ça existe effectivement cette solidarité. C'est pas, vous savez, au début, l'Europe a été accusée d'agir trop lentement. Les États européens ont accusé, notamment la France et l'Allemagne, ont été accusés par l'Italie de ne pas être assez solidaires. Puis après, il y a eu d'autres complaintes croisées. Mais pour vous, la solidarité européenne existe? Oui. Alors après, vous touchez du doigt un problème très complexe. La solidarité existe, on l'a vu, et sur un plan financier, sur le plan de l'aide. Moi, je vois combien il a été important à un moment donné, quand l'ensemble de nos hôpitaux étaient saturés, de pouvoir transférer un certain nombre de malades sur des pays amis. Mais néanmoins, je peux comprendre aussi que dans la gestion de crise ne doit pas effacer la problématique de problèmes antérieurs. Je peux comprendre qu'un certain nombre de pays d'Europe du Nord, comme l'Allemagne, disent très clairement que la solidarité, oui, mais être solidaire, c'est pas forcément cautionner les erreurs de gestion du passé, notamment sur la gestion de la dette commune. On peut comprendre que les ressortissants allemands n'aient pas envie d'éponger les dettes italiennes, les dettes espagnoles, les dettes françaises, les dettes grecques, parce que ces pays n'ont pas été forcément bien gérés préalablement. Donc, oui à la solidarité, mais non, j'allais dire, à l'effacement des erreurs de la gestion passée. Il faut créer, à mon sens, des outils de gestion par rapport à la crise d'aujourd'hui, mais il est bien évident qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi derrière la solidarité. Et la grande difficulté est là. Moi, je n'ai pas entendu nos collègues d'Europe du Nord ou d'Allemagne refuser la solidarité. Mais la solidarité, encore une fois, c'est pas effacer d'un coup de crayon tout ce qui s'est passé pendant des décennies. Et c'est là où le problème se pose, c'est là où les différentes interprétations se posent. Alors la grande difficulté, c'est que ne pas, j'allais dire, avoir de mesures apparentes à court terme peut notamment augmenter la voix de certains nombres de partis populistes qui disent, vous voyez bien, quand on est en difficulté, l'Europe n'est pas suffisamment présente. Et donc, un certain nombre de pays amis nous disent, et mes collègues du PPE dans d'autres pays, attention, si nous n'apportons pas une réponse puissante, forte et à court terme, eh bien, ceux qui prônent de la politique de ce que j'appelle de la caricature en disant voyez bien que l'Europe n'est pas là, que nous n'avons aucun intérêt à être dans l'Europe, eh bien, le danger est là aussi. Donc, il y a une juste mesure, un juste équilibre, d'où la grande difficulté d'aller vers un consensus sur la solution à trouver. La solidarité existe. Le problème, c'est d'arriver à trouver au sein du Conseil une majorité sur des outils à mettre en œuvre pour répondre à cette demande qui est une demande forte entre la solidarité des pays d'Europe du Sud qui connaissent et qui n'ont pas les moyens financiers ou en tout cas les réserves nécessaires de répondre efficacement à la crise. Solidarité et responsabilité qui doivent aller. Voilà, tout à fait.
Et donc, revenons sur la question de l'indépendance. C'est une question sur laquelle vous avez travaillé beaucoup, notamment au Parlement européen. Et j'ai vu le mois dernier, vous avez publié sur l'Opinion une tribune, l'investissement comme arme de guerre stratégique. Et vous y exhortez les États européens à reprendre le contrôle sur certains actifs stratégiques, notamment dans le domaine de la santé. Et d'ailleurs, et vous saluez aussi la prochaine entrée en vigueur du mécanisme européen de filtrage des investissements. Donc, c'est une position que vous avez toujours défendue. La Commission, maintenant, notamment avec les commissaires Hogan et Kyriakides en première ligne, s'est fortement investie sur cette question. Pensez-vous que les temps sont enfin mûrs pour avancer de façon résolue dans cette direction? Oui, Sarah, c'est une question essentielle. Il y a 2 ans, j'avais pris ce dossier à bras-le-corps, qui était très difficile parce que effectivement, là aussi, il y avait une différence de vision entre les États membres, des États qui avaient besoin d'argent et qui avaient donc, pour sauver un certain nombre d'entreprises, couraient après ce qu'on appelle des investissements étrangers. Mais j'ai toujours fait la part des choses entre les investissements étrangers dont on a besoin, dont tous les pays ont besoin, et les investissements étrangers. C'est-à-dire ceux qui ne répondent pas à une logique économique, mais à une logique politique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un certain nombre de secteurs dits stratégiques qui sont en difficulté, on a ce qu'on appelle des prédateurs économiques, c'est-à-dire des pays qui viennent prendre majoritairement des parts dans nos sociétés sur des secteurs stratégiques pour ensuite amener le transfert de technologie vis-à-vis de ces pays. Si je parle d'un pays comme la Chine, quand ils sont majoritaires sur un secteur, le transfert de technologie est une obligation. Et donc, ce que je reprochais, c'est la prise de pouvoir sur des secteurs stratégiques, le transfert de technologie, et pire, il n'y avait aucune réciprocité. C'est-à-dire que des pays venaient prendre des parts dans nos sociétés majeures sans pour autant que des entreprises européennes puissent prendre des parts, par exemple, dans des sociétés chinoises. Et donc, j'avais fait passer ce texte quelques mois avant la fin de la précédente mandature. Ce texte va être mis en place, comme vous l'avez dit, très prochainement, mais il faut le durcir et il faut l'élargir. J'avais réussi, par exemple, à mettre le secteur agroalimentaire dans le domaine des secteurs dits stratégiques pour faire en sorte qu'on ait notre indépendance au niveau agricole, qui me paraît quelque chose de primordial. Mais aujourd'hui, le secteur de la recherche doit faire partie aussi de ces secteurs stratégiques. Donc non seulement aujourd'hui il y a une urgence, parce que la crise sanitaire va forcément engendrer une crise économique. Vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui vont être en difficulté. Et donc ces entreprises en difficulté vont faire l'objet de convoitises de la part de ces pays qui vont voir dans la difficulté de nos entreprises une opportunité d'aller prendre une majorité dans ces entreprises et donc de piller le savoir-faire technologique. Et je disais toujours dans mon rapport, ce qui est important, c'est d'aller voir dans chaque entreprise quel est l'investisseur ultime. Parce que vous avez un certain nombre d'investisseurs qui sont des investisseurs cachés. Et donc, à quoi bon rapatrier, par exemple, des entreprises sur le territoire européen si on n'a pas la maîtrise de ces entreprises? Si c'est pour avoir des investisseurs chinois sur le territoire européen, ça ne sert à rien. Donc, il faut rapatrier un certain nombre de secteurs, par exemple sur la fabrication des masques, sur la fabrication de nos médicaments, sur la recherche, sur l'innovation, mais avec des entreprises avec des capitaux 100% européens. Parce que sinon, eh bien, on perdra le transfert technologique et par conséquent, notre dépendance à l'égard de ces pays tiers eh bien, sera beaucoup plus importante. Et malheureusement,
La guerre aujourd'hui, c'est une guerre avant tout commerciale. Et nous n'utilisons pas, nous, en Europe, les mêmes armes, les mêmes outils que ces pays-là. C'est comme l'aide au secteur stratégique, les aides d'État. Vous avez vu que les commissaires vont assouplir les aides d'État parce que ces pays-là n'hésitent pas à aider leurs entreprises en difficulté. Et que nous avions des règles qui étaient des règles trop strictes. Je pense à nos compagnies aériennes, à nos compagnies dans l'aéronautique, que nous devons aider, que nous devons soutenir dans ces périodes de crise. Eh bien, jusqu'à présent, les textes législatifs ne nous le permettaient pas. Or, dans ces conditions de crise, nous devons aider nos entreprises sur des secteurs stratégiques à surmonter les effets de crise. Merci beaucoup. On pourrait développer encore longtemps. Oui, c'est passionnant. Le commerce international, de comment ça va changer, mais on commence à arriver vers la fin, donc je vais juste vous poser quelques questions un petit peu plus personnelles, un peu plus informelles. Donc, on a dit que la France lance le déconfinement aujourd'hui. Quelle est la première chose que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait, vu qu'il est déjà 10h30, et qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant cette période de lockdown? Alors, moi, j'ai eu cette opportunité de continuer le travail, le dialogue, mais on a beaucoup travaillé par téléphone. Aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est le contact humain. Donc, tout en ayant les mesures sanitaires primordiales pour réussir ce déconfinement, on va pouvoir de nouveau échanger avec des collègues de travail, avec des amis, avec j'allais dire, eh bien, tous les gens qu'on côtoie, la population, c'est important. Je vous disais tout à l'heure, moi aussi, j'ai hâte de continuer et de revoir mes collègues présidents, vice-présidents du PPE, Donald Tusk, avec tous les collègues avec qui on a l'habitude de travailler, parce que les visioconférences, c'est bien, mais le contact et l'échange humain, c'est mieux. Donc, voilà, c'est ce qui va peut-être changer à partir d'aujourd'hui. Ouais, je pense que ça manque un peu à tout le monde. Et donc, une dernière question. Est-ce que vous pouvez conseiller à nos spectateurs, à nos viewers sur Facebook, un livre, un article, une vidéo, un film qui vous a particulièrement marqué pendant ces derniers temps? Alors, je vais vous le montrer. J'ai beaucoup lu pendant cette période de confinement, mais j'en ai profité pour lire le livre de notre ancien président Nicolas Sarkozy, Passion, qui raconte justement quand on fait de la politique, cette passion que nous devons avoir, cette abnégation pour essayer, j'allais dire, de répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens. Et il y a un chapitre qui m'a particulièrement marqué parce que dans ces périodes de crise, on revient à l'essentiel, on revient aux fondamentaux. Et on voit bien que dans les discussions, et que nous aurons d'ailleurs au sein de notre famille politique, quelles vont être les différentes priorités demain. Parce que ce que nous avions et les certitudes d'hier ne sont plus les certitudes d'aujourd'hui. Il faut parler d'économie, il faut parler d'environnement. Mais Nicolas Sarkozy a dit une des premières préoccupations demain aussi, c'est le choc démographique. Cette population qui a augmenté en 30 ans par 3, il disait quand je suis né, la population sur la Terre était de 2,5 milliards. Aujourd'hui, elle est de 7,5 milliards. Demain, dans 20 ans, elle sera de 8 milliards, 9 milliards. On est programmé aujourd'hui pour être, à la fin du siècle, à 11 milliards d'habitants. C'est une question difficile à évoquer. Très peu l'évoquent. Mais on ne peut pas parler de développement durable si on ne parle pas de la maîtrise de la démographie. Quand vous voyez notre relation avec le continent africain sur lequel je me penche au sein du PPE, une relation économique, une relation environnementale, eh bien ça passe aussi par une discussion franche avec la maîtrise de la démographie. Comment nous allons pouvoir vivre demain avec 11 milliards d'habitants sur la Terre? Ce sont des problèmes que nous devons aborder sans tabou, parce que quand vous voyez qu'un pays comme le Nigeria, dans 20 ans, sera plus peuplé qu'un continent comme, ou un pays comme les États-Unis d'Amérique, ça pose des questions. Quand vous voyez que la Chine a arrêté cette politique démographique
pour avec un enfant par habitant, ça pose des questions. Comment vous pouvez parler de développement durable, d'environnement, mais en ne parlant pas de démographie? On dit toujours que, eh bien, 200 millions d'habitants, par exemple, si je prends l'exemple du Nigeria, même s'ils consomment de manière responsable, polluera davantage qu'1 million d'habitants qui ne prennent pas suffisamment de précautions. Ne pas maîtriser la démographie sur le continent africain, c'est aller au-devant de gros problèmes, notamment sur les flux migratoires. Donc, si on ne veut pas, par exemple, que la Méditerranée devienne le plus grand cimetière au monde, eh bien, il faut traiter avec nos amis africains, mais je pense au niveau du monde, eh bien, ces problèmes liés à la démographie, eh bien, il a permis de prendre conscience de ce défi que nous allons devoir traiter au lendemain de cette crise. Donc, voilà, ça fait partie des choses, vous savez, des fois, quand vous êtes un petit peu à l'arrêt, ça permet de réfléchir, de se poser et de prendre conscience sur les véritables enjeux que nous, responsables politiques, nous devons prendre à bras le corps dès demain. Et c'est ce à quoi j'essaierai de travailler au sein de ma famille politique, qui est une belle famille. Et là aussi, vous savez, c'est dans les moments difficiles, comme en amitié, combien on voit qu'une famille politique est importante pour retrouver les véritables fondamentaux, les vraies valeurs. Et combien aussi cette famille nous permet de surmonter dans ces moments difficiles les difficultés que nous traversons les uns et les autres. Merci beaucoup, vice-président. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et merci aussi du travail que vous faites, comme vous avez dit, pour garder le dialogue et continuer à coordonner avec les autres membres de la vice-présidence et du sommet. Et justement, comme c'est bien ce que vous venez de dire sur la famille. C'est bien pour ça qu'on a appelé cette plateforme EPP Family Talks, parce que c'est voilà, c'est l'importance de la famille du PPE, de comment se réunir pour faire face tous ensemble à cette crise. Donc, merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, Sarah Pini. Et to all our Facebook viewers, thank you for taking the time to tune in again to this episode of the new EPP family. And we hope we will be able to welcome you again to the next episode of this EPP Family Talks. Bye. Bye-bye.